Allez, salut tout le monde et bienvenue dans tout nouveau pour Oresu France, bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, on a une bien belle émission qui n'était pas de base trop prévue, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses du côté du Japon, dans le monde du catch japonais, bien sûr, pour le week-end dernier. Et donc voilà, je me suis dit qu'un PFH en milieu de semaine, en fin de semaine, ça se devait de se faire tout simplement. Donc c'est parti pour Oresu France Hebdo, bienvenue chez Cody. J'espère que vous allez apprécier. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires. Je compte sur vous. Et aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, on a une bien belle émission. On va parler de plein de choses. Et on va commencer tout de suite avec une promotion que j'ai un doute que j'ai peut-être déjà parlé du côté de PFH. C'est tout simplement, eh oui, Zero One, et oui, et pour être plus exact, la Riel Zero One. Je crois que je vous en avais déjà parlé quand il y a eu les 30 ans de carrière de Masato Tanaka, si je ne dis pas de bêtises. Je voulais vous parler de la Zero One parce que lors du dernier show Limit Break de la Pro Wrestling Noah, je vous avais dit que entre autres le titre de la Zero One était souvent défendu du côté de ces shows Limit Break, tout simplement parce que la Zero One, depuis le malheureux accident de Shinjiro Tani, après ce gros accident qu'il avait eu sur le ring en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc la Zero One est une promotion qui est en survie. Actuellement, ils font des petits shows de temps en temps. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour cette promotion. Ils n'ont pas beaucoup de gros noms non plus. Et donc, Noah, avec entre autres l'aide des shows Limit Break, aide cette promotion à tout simplement à avoir de la visibilité. Donc, entre autres, lors des shows Limit Break, on a eu Akitoshi Saito qui avait défendu ce titre et même lors d'un show de la Noah, Go Shiozaki avait pris le titre à Akitoshi Saito. Et donc lors du dernier show de Noah Limit Break, Go Shiozaki a défendu son titre contre Harutoki, qui est un jeune catcheur de la Zero One, et Harutoki donc qui a commencé sa carrière il n'y a pas si longtemps que ça, mais je trouvais intéressant d'avoir un jeune catcheur de la Zero One qui essayait de prendre le titre à Go Shiozaki. Alors je n'ai pas vu le match, je l'ai vu très rapidement, c'était diffusé sur le Wrestle Universe, tout comme une partie de la Zero One, mais ça serait trop long à vous expliquer. Je veux faire vraiment les PFH un peu plus courts, donc je vais m'arrêter là. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr en commentaire. Et donc du coup, lors de ce show Limit Break, Go Shiozaki a défendu et réussi sa défense de titre contre Harutoki. Donc voilà, donc c'était un match, de ce que j'en ai vu, plutôt intéressant entre un catcheur expérimenté comme Go Shiozaki et ce jeune catcheur donc de la Zero One. Et on connaît déjà la prochaine défense pour le titre de la Zero One de Go Shiozaki. Sa prochaine défense à Go Shiozaki, ça va être un match qui clairement s'annonce exceptionnel. En tout cas sur le papier, ça s'annonce très intéressant parce que ça sera tout simplement Shuji Ishikawa, la légende du Puro tout simplement. Et Shuji Ishikawa va donc avoir cette chance pour le titre de la Zero One le 24 novembre lors du prochain show Limit Break. Donc ça sera un match vraiment très intéressant à regarder sans aucun doute entre deux vétérans du catch japonais. Et je vais enchaîner avec la DDT, avec tout simplement le show DDT God Bless DDT qui avait lieu le 20 octobre. On avait une belle carte du côté du Korakuen Hall et il y a eu quand même deux nouveaux champions du côté de la DDT. Alors pour déjà vous rappeler un peu qu'est-ce qui s'était passé du côté de DDT si vous ne suivez pas le programme tout le temps, etc. Surtout n'hésitez pas bien sûr à aller lire les reviews de temps en temps sur Oresu France Hebdo qui sont faites par Ingvar, que je fais un petit coucou, voilà, un petit coucou à Ingvar qui m'aide, en tout cas pour la DDT, mais sur le dernier show, il n'a pas pu le regarder, donc c'est moi qui m'en suis occupé de vous faire ces petits retours, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a eu plusieurs nouveaux champions, dont le nouveau champion Extrême. Le titre Extrême, c'est un titre quand même axé comédie, axé hardcore, ça dépend en fait beaucoup des champions, mais c'est toujours des matchs un peu what the fuck. Et donc, l'un des derniers gros champions extrêmes, c'était Shunma Katsumata, et lui on avait droit donc à des matchs extrêmes avec des stipulations très what the fuck, très particuliers. Il avait remporté le titre il y a peu et Ingvar vous en avait parlé sur Oresu France Hebdo dans un match très particulier où il avait gagné le titre contre Shunma Katsumata, et donc Akito avait remporté ce titre dans un match par équipe tag team où il y avait un néon et le but c'était tout simplement de faire passer l'un de ses adversaires par le néon et on
gagné le combat comme ça. Donc c'était l'équipe de Akito qui avait gagné le match et donc Akito était devenu nouveau champion extrême. Il faisait donc cette première défense de titre dans un match Nobody Knows Rules. Donc c'était un match où il y avait pas, personne connaissait les règles. Donc c'est un match totalement what the fuck. C'est Danshoku Deno qui a été champion, donc qui est devenu le nouveau champion extrême. C'est la 9e fois que Danshoku Deno est champion extrême et c'est un titre qui change beaucoup de mains. La preuve, hein, Akito avait eu un règne donc de 21 jours. Donc voilà. Et donc Danshoku Deno, après avoir gagné le titre, a décidé de défier un catcheur ou un personne méconnue du monde du catch, à savoir Yuni, qui est expliqué sur les réseaux sociaux comme un challenger étranger. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Et donc Yuni contre Danshoku Deno, ça sera le 23 novembre. Et donc également, il y avait cette grande histoire de bouclier. Je vous en avais parlé dans les derniers Puroresu France Hebdo. Et donc, dans ceux qui détenaient les boucliers pouvaient accéder à un match pour le titre pour n'importe quel titre quand ils le souhaitaient. Certains l'ont utilisé pour les titres par équipe, d'autres pour le titre KOD, je vais vous en reparler dans quelques secondes. Et entre autres, Mao avait été eu par cette décision, je vais utiliser ce terme tout simplement parce que Yuki Ino avait remporté le titre universel de la DDT qui était détenu par Mao grâce au bouclier, parce que Yuki Ino avait été intervenu après un match par équipe de Mao et donc il avait défié le champion universel. Et Mao étant fatigué, etc., Yuki Ino avait remporté tout simplement donc le titre universel. Et Mao, lors de ce show du 20 octobre au Korakuen Hall, s'est tout simplement vengé de tout ça parce que lui aussi, il a récupéré un bouclier et donc il a voulu récupérer son titre universel. C'est ce qu'il a fait après un match par équipe de Yuki Ino. Mao est intervenu et donc a caché in, on va dire ça comme ça, son bouclier pour devenir à nouveau, pour la 3e fois de sa carrière, le champion universel. Donc Mao qui était passé dans le main event il y a peu avec son grand combat, l'un des meilleurs combats de cette année 2024 contre Yuki Ueno lors de Warsaw Peter Pan, c'est donc se retrouve à nouveau dans la mid-card, on va dire upper mid-card de DDT avec une nouvelle victoire pour le titre tout simplement Universal de DDT. Donc voilà, donc c'est très cool, ça va relancer encore l'histoire entre Yuki Ino, j'ai aucun doute que Ino va vouloir récupérer ce titre et je trouve ça très cool. Et donc pour le main event, on avait un match de vétérans des rings avec donc l'actuel champion KOD Openweight, Shinya Aoki, le technicien des rings, hein, clairement c'est quelqu'un qui paye pas de mine, mais clairement c'est un incroyable catcheur au point de vue du in-ring, j'ai rien à dire, il a fait à chaque fois des très bons combats, c'est une victoire qui avait un peu surpris son monde quand il avait remporté le titre contre Yuki Ueno, qui est clairement Yuki Ueno, l'ace de la compagnie actuellement, et donc ça avait surpris beaucoup de monde. Il avait gardé son titre lors de sa première défense, Shinya Aoki contre Tetsuya Endo, et donc lors de sa 2e défense, c'était Arashima, la vraie légende de DDT, clairement, qui a eu le titre KOD Openweight plusieurs fois, qui a fait toute sa carrière du côté de DDT, et vraiment qui est l'ace, hein, l'ancien ace, hein, et on va dire, je pense, c'est Yuki Ueno qui est devenu le nouvel ace. Mais en tout cas, voilà, Arashima, grande légende, et donc Shinya Aoki a gagné son match contre Arashima, un match qui était vraiment dans le style pur de Shinya Aoki, très technique, très au sol, très intéressant, un match qui a été assez court parce qu'on était mine de rien pas très loin du shoot wrestling et c'était vraiment un match très intéressant entre les deux et donc victoire de Shinya Aoki qui va donc garder son titre KOD Openweight et réussir sa 2e défense. Alors il ne pensait pas peut-être qu'il allait avoir cette 3e défense directement, hein, parce que tout simplement l'un des catcheurs qui détenait donc l'un des boucliers, il y en avait 5 ou 6, 5 je crois, 5 boucliers, et ben c'est tout simplement Shunma Katsumata, également l'un des membres du Sona Club, hein, 37 Kamina, mais il faut le dire, Sona Club, qui est la grosse faction avec Mao, Yuki Ueno, Toy et Shunma Katsumata. Et donc du coup, Shunma Katsumata est venu cacher in son bouclier pour également défier, donc cette fois-ci pour le titre KOD Openweight, Shinya Aoki après sa première défense de titre. Alors là, cette fois-ci, c'était totalement différent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Shunma Katsumata, quand il était champion extrême, on avait des gros matchs extrêmes avec des light tubes, etc. Alors, ils ne sont pas allés au point des light tubes, mais ils ont vraiment joué sur le fait que toute l'équipe du Sona Club intervenait un peu dans le combat, ce qui a permis à Shunma Katsumata d'utiliser des Lego, des échelles, etc. dans son combat, des tables. On a eu
eu un combat totalement différent et vraiment je vous recommande, pas le premier combat, pas le deuxième, je vous recommande vraiment de regarder les deux à la suite. Je trouve que ça s'enchaîne parfaitement. Shinya Aoki, il fait vraiment le boulot je trouve et il arrive à amener de la technique dans ce côté un peu extrême que Shunma Katsumata amène dans ce combat et vraiment c'était très cool. Ça a été finalement une victoire de Shinya Aoki qui va réussir à remporter ce combat avec sa technique et franchement c'était un très bon combat et vraiment les deux combats se regardent très bien. C'est difficile de noter les deux séparément parce que le premier combat doit durer dans les entre 11 et 13 minutes et le deuxième un peu pareil, donc c'est vraiment un segment entier je pense les deux combats et vraiment moi j'ai préféré contre Arashima parce que c'est un style que je trouve que Shinya Aoki est beaucoup plus à l'aise quand même si dans le deuxième combat contre Shunma Katsumata il était vraiment plutôt très honnête. Donc voilà, on a eu deux très bons combats que je recommande et donc ça va être intéressant parce que la suite ça va être très bientôt parce que juste après ce combat là c'est tout simplement le catcheur anglais, l'un des étrangers, le seul étranger actuellement du côté de chez DDT, ancien champion KOD Openweight, c'est Chris Brooks qui est venu défier Shinya Aoki et le match va arriver très vite parce que ça aura lieu le 4 novembre et clairement Chris Brooks je pense qu'il a peut-être cette chance de récupérer ce titre KOD Openweight pour la deuxième fois de sa carrière. Ça sera à suivre en tout cas, mais DDT c'est toujours ultra intéressant, j'ai rien à dire là-dessus. Je vais enchaîner avec la New Japan Pro Wrestling et on va parler rapidement de Royal Quest 2024 qui a eu lieu donc le 20 octobre également et c'était du côté de Londres. La première information que je dois vous partager c'est tout simplement que on connaît le partenaire par équipe de Taiji Ishimori lors de la Junior Tag League. Je vous en avais parlé lors d'un des derniers PFH quand ils ont annoncé donc les équipes pour la Junior Tag League qui commence le 24 octobre. Ça a déjà commencé au moment où vous allez voir cette vidéo. Et c'est tout simplement Robbie X qui a rejoint donc Taiji Ishimori pour participer à la Junior Tag League. C'était ce que je voulais, ce que je pensais. Et voilà, moi j'ai eu raison, je dirais pas encore une fois, mais je suis quand même pas mal, je vais être honnête avec vous, je suis plutôt fier de moi. C'était facile à deviner, je vous avais donné les raisons qui faisaient beaucoup de sens clairement. Et puis c'est un catcheur qui est vraiment très impressionnant et très cool. Et donc Robbie X donc, va participer à la Junior Tag League et ils seront donc dans l'équipe Bullet Club. Alors pas War Dogs, mais Bullet Club, donc c'est un peu bizarre à expliquer, mais ils sont un peu en lien avec les War Dogs, mais pas tellement. Mais bon, voilà, ça va être intéressant. J'ai très hâte de voir Robbie X du côté de New Japan. Et s'il peut faire un peu plus tard, dans quelques temps, que la Junior Tag League, je serai très content parce que Robbie X c'est un catcheur qui est fantastique, vraiment un incroyable catcheur. Et pour aller vite sur Royal Quest 2024, je vais tout simplement vous recommander le main event, c'était Zack Sabre Jr contre Sanada et donc ça a été la victoire de Zack Sabre Jr. On n'a pas eu de surprise, il fallait s'en douter quand même. Bon, j'ai eu quand même un très bon combat, pour moi c'est un très bon 4,25/5, un match que je vous recommande énormément. Donc voilà, match à recommander et donc on aura bien donc Shingo Takagi contre Zack Sabre Jr à Power Struggle, je crois que c'est le 4 novembre aussi d'ailleurs, donc pour le titre IWGP World Heavyweight et on aura donc un match entre Sanada et Shota Umino pour savoir qui va défier le champion lors de Wrestle Kingdom. Donc ça sera les deux affiches. Bon, clairement, moi je vous l'ai dit, pour moi ça sera Zack Sabre Jr contre Shota Umino, je pense qu'on va partir là-dessus. Et si vous voulez voir un peu le résultat et les matchs que je vous conseille, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Poro et Souffrance. Mais vraiment, on a eu un très bon show, c'était un show très mineur, mais vraiment des belles affiches et on continue un peu la construction de tout ça. Donc c'était bien cool. Et dernière information également, je vous avais dit que je voyais pour Wrestle Kingdom un Hiroshi Tanahashi contre Evil pour savoir, on va dire dans la storyline que Evil dit si tu perds contre moi c'est fini ta carrière dès ce Wrestle Kingdom. C'est exactement ce qu'ils vont faire entre les deux catcheurs et donc on aura Tanahashi contre Evil. Donc mon dream match entre guillemets Tanahashi et Omega contre les Young Bucks. Moi je pense qu'il faut juste annoncer que les Young Bucks auront un match et juste faire une découverte, dire le jour même que c'est Tanahashi et Kenny Omega, parce que si tu l'annonces avant, il n'y a pas trop de suspense entre Tanahashi et Evil. Clairement, ils vont pas annoncer. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Personnellement, j'annoncerai pas le match des Young Bucks et je ferai la surprise. Parce que si tu annonces déjà le match des Young Bucks et que c'est bien Tanahashi contre Kenny Omega, bon, ça enlève toute surprise. Voilà, ça enlève toute surprise. Mais bon, voilà, on verra bien. En tout cas, ça va arriver très vite, Wrestle Kingdom.
Ensuite, je voulais vous parler de la Noah Pro Wrestling. Et oui, beaucoup d'informations, hein, bien sûr, dans ce Pro Wrestling France Hebdo. Tout simplement parce qu'ils ont commencé le Monday Magic, qui est leur show weekly qu'ils font depuis l'année dernière. Monday Magic, c'est quoi? Et c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler plus que des résultats. Donc, c'est des shows hebdomadaires, donc toutes les semaines, tous les lundis soirs au Japon. Donc, pour nous, c'est dans la matinée. C'est en live sur le Wrestle Universe. Et c'est des weekly, tout simplement, avec des histoires qui se suivent uniquement pendant ces weekly. Alors, c'est des histoires, ça va compléter un peu ce qu'on voit lors des shows Noah, mais ça va aussi avoir des histoires uniquement pour ces shows-là. On a eu entre autres, par exemple, l'annonce du titre JSC Hardcore dans les dernières saisons, qui a été défendu uniquement lors des shows Monday Magic. Et donc voilà, donc il y a des histoires comme ça qui se tissent et ça permet d'avoir un programme hebdomadaire avec du très bon catch, des matchs inédits, des catcheurs de Noah et surtout, c'est ça qui est hyper intéressant, des invités. Et donc franchement, moi, j'avais pas regardé les 2 premières saisons. La première saison avait eu lieu en fin 2023. La deuxième saison avait eu lieu en début d'année 2024 et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas les matchs, on ne connaît pas les catcheurs qui vont y participer, on a très souvent des belles surprises et en plus de ça, ce qui est intéressant c'est que on ne sait pas non plus combien de shows aura lors des saisons, donc c'est ça qui est intéressant. Pour le moment on ne sait pas du tout combien de shows aura cette saison numéro 3, mais voilà, donc ça c'est en même temps. Et rapidement les résultats de ce premier show donc de Monday Magic. On a eu un match par équipe entre All Rebellion, donc c'était Alejandro et Cristobal qui ont eu un match contre Junta Miyawaki et Yu Owada. Yu Owada qui est un jeune catcheur de la Pro Wrestling Noah, et donc on a eu un match qui a fini en time limit draw de 10 minutes et à la fin de ce match on a Nozawa Rongai qui est le producteur, général manager des Monday Magic, c'est lui qui décide des matchs, qui chipote un peu, et donc il a ce rôle de général manager, qui est venu et qui a annoncé que la semaine prochaine on aura à nouveau ce match là. Cette fois-ci ça sera un match cheveux contre masque, et donc ça va être intéressant et ça permet de mettre en avant des personnes qu'on voit un peu moins du côté des shows plus importants de la Noah, et je trouve ça cool d'avoir un match comme ça. Donc on aura soit 2 catcheurs démasqués ou soit 2 catcheurs avec plus de cheveux. Bon, je pense. Après, ça peut être une possibilité aussi de découvrir qui est Cristobal, enfin de All Rebellion. Je ne sais pas, ça peut être intéressant et en soi, ça peut être 2 choix possibles, vraiment possibles. Et je pense que pour le bien de Cristobal et de Alejandro, à la limite, démasquez-les parce que ça pourrait peut-être leur redonner un peu plus de hype du côté du roster de Noah. Donc ça sera à suivre lundi prochain. On a eu également un match mystère entre Daga et Hikaru Sato, match que je vous recommande. Hikaru Sato, la légende du catch japonais. Et franchement, c'était très cool. Donc voilà, je vous recommande. C'était un match qui n'était pas pour le titre JSC Junior Heavyweight de Daga, le membre de Team 2000X, Team 1000X, la nouvelle faction. Je vous en avais parlé également. Et donc voilà, donc c'était intéressant. Je vous recommande ce combat. Également, on a eu un match très cool entre Kaito Kiyomiya et le retour de Titus Alexander du côté de la Pro Wrestling Noah. C'était vraiment très bien. Ça a duré un peu plus de 10 minutes. C'était très cool. C'est un match qu'on aurait pu voir du côté du N1 Victory, mais les 2 catcheurs n'étaient pas dans le même bloc, donc c'était un match très cool et ça permet de remettre un peu en avant Titus Alexander du côté de Noah Pro Wrestling, un excellent catcheur et vraiment un très bon match contre Kaito Kiyomiya. Et dans le main event, on a eu une belle surprise avec tout simplement Keno qui a fait équipe avec Yuji Nagata, la légende du catch japonais et de New Japan Pro Wrestling, et tout simplement ils ont fait face à Manabu Soya et Masa Kitamiya. On a eu un très bon combat entre les 2 équipes, un match qui a duré à peu près 20 minutes et vraiment c'était très cool. Ça a été une victoire logique bien sûr de Yuji Nagata et de Keno. Et après le combat, petite information intéressante, Keno et Yuji Nagata ont discuté lors d'une conférence de presse et ont annoncé qu'ils seraient plutôt intéressés pour défier les champions par équipe IWGP, donc tout simplement TMDK. Alors vraiment, avec la Tag League qui arrive, est-ce qu'on pourrait avoir Keno et Yuji Nagata rentrer dans la Tag League? Je pense que ça peut être une possibilité très intéressante. Et s'il y a cette équipe, ça va me chauffer un peu pour la Tag League, bien plus que Caveman Hug et Bad Luck Fale, comme on a eu lors du dernier show au Japon de New Japan. Voilà. Donc voilà, ça sera à suivre, mais en tout cas, je trouve que c'est une information plutôt intéressante. Et on va terminer ce Puro Sous France Hebdo qui est chargé, je vous l'avais dit, avec tout simplement la All Japan Pro Wrestling qui détenait leur show Rising and Army Memorial Series, la journée 4 de cette série de octobre
octobre, on était du côté du Korakuen Hall et c'était le 22 octobre. On a eu un show, pas trop de surprises, mais quand même des informations plutôt intéressantes. Il y avait 1296 personnes et c'était un mardi, donc vraiment c'est plutôt des très bons chiffres pour un mardi soir du côté du Korakuen Hall pour All Japan Pro Wrestling. On a eu pour commencer un match qui est plutôt intéressant et que moi j'adore voir, peu importe la promotion, c'est voir les débutants commencer leur carrière, parce que je me dis que potentiellement dans 5, 6, 7 ans, voire moins, ça sera peut-être les futurs stars de la compagnie. On a eu tout simplement un nouveau catcheur du côté de la All Japan Pro Wrestling, c'est Taishin Nagao qui a commencé sa carrière de catcheur professionnel. Il avait un match contre Ryo Inoue, match bien sûr que Taishin Nagao a perdu, hein, c'est logique, ça a fait beaucoup de sens et c'était un match intéressant parce que Ryo Inoue est le dernier Young Boy, le dernier rookie de la All Japan Pro Wrestling. On commence à un peu plus le construire et donc Nagao a fait ses débuts contre Inoue. Voilà, ça va être un junior heavyweight. Pour le moment, pas trop de charisme, in-ring très classique. Parce que bon, bah, on les restreint dans les moves, hein, bien sûr. C'est pareil, hein, comme pour les Young Lions du côté de la New Japan Pro Wrestling. Hein. Quand ils commencent leur carrière, ils n'ont aucune personnalité. Ils ont des moves où ils sont restreints, ils sont obligés de les faire. Ils ne peuvent pas faire des German suplex, c'est interdit par exemple, ou ce genre de trucs. Enfin, ça dépend des promotions des fois, mais ils sont très très limités dans leurs mouvements. Ils n'ont pas de look particulier, ils n'ont pas de personnage. Et ça vient après, au fur des années, après généralement un an, où on commence à avoir une évolution pour les jeunes catcheurs. Mais voilà, Taishin Nagao sera donc un jeune catcheur de All Japan à suivre. On a eu un changement de titre pour le titre Gaora TV, je vais y parler rapidement. C'est Seigo Tachibana qui a repris ce titre Gaora TV aux mains de Fuminori Abe. Donc voilà, donc ça... pas grand chose à dire de plus. Il y avait une petite feud pour ce titre Gaora TV, c'est bien, ça donnait un intérêt. On redonne le titre à Seigo Tachibana qui va donc devenir pour la deuxième fois de sa carrière Gaora TV. Je trouve ça cool, ça fait des petites storylines dans cette division Gaora Télé qui est très très mineure chez All Japan. Je trouve ça plutôt cool. Ensuite on avait donc la révélation de la dernière équipe pour la Real World Tag League de All Japan Pro Wrestling et belle surprise quand même, mine de rien, bah, c'est tout simplement l'arrivée de Makoto Oishi du côté de la All Japan Pro Wrestling. Makoto Oishi qui est un catcheur vétéran de 45 ans, 47 ans, qui était du côté de DDT et donc qui a arrêté son contrat il y a peu et donc on le voit débuter du côté de la All Japan Pro Wrestling. Donc il arrive, il annonce au frère Saito qui venait d'avoir un combat que tout simplement le X dans la World Tag League qui n'a pas été encore annoncé, c'est lui, Makoto Oishi, et il annonce à notre plus belle surprise que le XX c'est tout simplement Mike DiVecchio ou Mike DiBecchio plutôt, hein. Quand j'ai voulu faire ma blague dans ma vidéo c'était pas la bonne blague, mais voilà, là je le fais vraiment comme ils le disent, Mike DiBecchio. Et donc le catcheur belge qu'on connaît très très bien sur le circuit bien sûr francophone va faire ses débuts du côté de la All Japan Pro Wrestling. J'en ai fait une vidéo, donc si vous voulez avoir mon avis sur tout ça, qu'est-ce qu'on peut y attendre, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est en description. Également on a eu le retour des Violent Giants du côté de la All Japan Pro Wrestling avec tout simplement dans un match pour fêter les 20 ans de carrière de Suwama avec Shuji Ishikawa, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui faisait son retour du côté de la All Japan Pro Wrestling, lui qui avait quitté la promotion l'année dernière et donc il faisait son retour pour refaire équipe avec Suwama. Les Violent Giants qui ont été une équipe très très importante des années 2015 à 2022 à peu près du côté de All Japan Pro Wrestling, où ils ont été 4 fois champions de la All Japan par équipe, où ils ont été élus 2 ou 3 fois d'affilée, je crois, par le Tokyo Sport meilleure équipe de l'année. Ça a été une équipe ultra marquante du côté de la All Japan Pro Wrestling. Donc dans ce match, il faisait face à Hideki Suzuki qui est l'actuel partenaire par équipe de Suwama et Shuji Kondo qui a été l'un des partenaires par équipe par le passé de Suwama dans les Voodoo Murder. Donc voilà, donc c'était un match pour fêter la belle carrière de Suwama, les 20 ans de carrière. C'était vraiment très cool. On a eu après le combat un message de Genichiro Tenryu et également un message de la légende Keiji Muto
Ça m'a fait plaisir, c'était bien cool, un match plutôt sympa. Et dans ce main event, on avait donc Yuma Aoyagi qui défendait son titre contre Ren Ayabe qui avait remporté donc ce match pour le titre, donc après avoir gagné le Royal Road Tournament, donc le tournoi annuel à élimination directe. Donc je vous en avais parlé, c'était Ren Ayabe qui avait remporté sa première grosse victoire depuis qu'il est signé du côté de la All Japan Pro Wrestling. On a eu bien sûr un match très bon, un très bon main event où on a eu un Yuma Aoyagi très filou, très comique un peu dans sa façon d'agir, l'avant-show, son entrée est trop bien. Vraiment, allez voir ça, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Yuma Aoyagi, il faut kiffer le style, mais il a une façon d'agir, une façon d'être qui est unique à lui-même, je trouve. Alors ça fait un peu trop Kento Miyara par moment, mais plus ça va, il commence à avoir sa vraie personnalité un peu guignolesque de Yuma Aoyagi, mais quand il est serious business, c'est un catcher qui est très dangereux. Et en face de lui, on avait un Ren Ayabe qui était vraiment la fougue de la jeunesse, envie de dominer, de détruire son adversaire et de devenir pour la première fois de sa carrière champion Triple Crown. Ça n'a pas suffi, mais on a eu un très bon combat, je pense un 4,5, 4,75 même, j'en suis pas très loin, avec un Ren Ayabe qui vraiment promet énormément. Ils ont un autre jeune encore du côté de la All Japan Pro Wrestling qui est vraiment très cool. Ça a été une super signature, Ren Ayabe, vraiment. Ils ont eu l'œil, ils l'ont mis en avant au début avec Ishikawa pardon, entre autres, et après ils l'ont signé alors qu'il était du côté de la JTO. Encore une fois, un autre catcheur qui a été mis en avant grâce à Takami Shinoku, la légende. Donc voilà, très bon match à aller voir dans le pur style ADN All Japan, hein, vraiment. Si ce match ne vous plaît pas trop, si toute cette phase un peu lente du début ne vous plaît pas trop, bah c'est le style main event All Japan. Personnellement, ça m'a plu, il y a eu du selling sur les jambes, etc. Ça a été très intelligent, très bien fait, sprint final, rien à dire. Vraiment un très bon match et très belle défense de la part de Yuma Aoyagi. Et pour terminer, donc après ce match, on a eu donc l'annonce de la prochaine défense de Yuma Aoyagi. Dans le mois de novembre, on aura donc cette Real World Tag League, donc cette Tag League où on verra notre catcheur belge Mike DiVicchio avec Makoto Oishi dans le bloc A. Et également donc avant le 4 novembre du côté de Hokkaido. Et ça sera donc Davey Boy Smith Jr. qui va avoir un match pour le titre Triple Crown de Yuma Aoyagi, et ça va être vraiment un très bon match, très intéressant. Et franchement, je suis incapable de pronostiquer qui pourrait gagner ce combat, parce que vraiment, ils ont signé Davey Boy Smith sur 6 mois. En vrai, tu pourrais faire gagner Davey Boy Smith, ça ne serait pas du tout étonnant. Et puis en plus, ça ferait une belle histoire parce qu'il a dit dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de récupérer ce titre. Personne a réussi. Et j'ai envie d'être le premier Smith à gagner ce titre très important. Hein. Bien sûr, le British Bulldog, Dynamite Kid, Johnny Smith, enfin voilà, toute cette famille légendaire du catch anglais. Et donc, vraiment, moi, je serais à deux doigts de le donner à Davey Boy Smith parce que s'il y a un moment pour le faire, bah, c'est maintenant. Et en vrai, tu peux faire ça. Et du coup, tu te dis, ah, possiblement, est-ce que tu pourrais pas faire Kento Davey Boy Smith? Ils adorent faire ça en plus du côté de All Japan lors du 3 janvier et faire le 2 janvier Davey Boy Smith et Kento Miyara qui auraient gagné la World Tag League car c'est mes gros favoris. Et donc ils auraient un match pour être tout simplement champion tag team lors du 2 janvier, lors du show de la début de l'année, Happy New Year, je sais pas quoi là, de All Japan. Et le 3 janvier, le lendemain, match 1 contre 1 entre, pourquoi pas, les nouveaux champions par équipe. Donc ils adorent faire ça. Ça va être mon pronostic pour le 2 et 3 janvier de faire Davey Boy Smith et Kento Miyara donc pour les titres par équipe en début d'année, le 2, et le lendemain faire Davey Boy Smith Jr. donc qui serait champion Triple Crown contre Kento Miyara. Ils adorent faire ce genre de truc. Donc je ne serais pas spécialement étonné que ça arrive. On verra, mais en tout cas j'irai quand même vers Davey Boy Smith pour cette victoire. Et voilà, c'est ce qui termine ce gros et long pour Souffrance Hebdo, mais
Vous le voyez, il y a beaucoup d'actualités du côté du Japon et je suis obligé de vous parler à peu près de tout parce que c'est aussi pour ça que j'aime faire ces émissions. En tout cas, merci à vous, c'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à laisser un bon gros like. Vous pouvez également laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Je compte sur vous parce que cette émission se regarde comme elle s'écoute. En tout cas, merci à vous. On se retrouve très vite pour l'actualité du catch japonais dans PFH. Comme on dit chez moi, banzai et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.